Bonjour! Aujourd'hui, attention, les hommes, vous allez apprendre à à devenir féministe au sein de votre foyer. Oui, hein, il y a un article là-dessus qui vient de sortir pour enrayer leur propre domination. Les hommes doivent s'impliquer dans toutes les sphères de la vie intime, ce qui représente du temps et de l'énergie. Bah oui, on fait pas ça comme ça. Spécialiste de l'antiféminisme et de l'anarchisme, Francis Dupuy-Derry signe une enquête sur la position de l'allié féministe. L'allié, ça donne envie, hein. Bon, bref. Quelle place prendre dans les luttes lorsqu'on est un homme? Comment y contribuer activement sans trop se mettre en avant, parce qu'il ne faut pas non plus, s'appuyant sur des réflexions féministes et sur l'histoire des hommes qui ont tenté de se joindre au mouvement, le chercheur et politologue québécois dresse un état des lieux sans phare, publié aux éditions aux éditions textuelles, mais du coup dans ma tête ça fait... Enfin bon bref. Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés, intègre aussi un petit guide de disempowerment, à quelle horreur, à l'usage des hommes. Bon, le slogan féministe, le privé et politique, doit nous rappeler que c'est dans la sphère privée que se jouent bien des rapports de domination, d'oppression, d'appropriation et d'exploitation. Ben oui, parce que ça on le voit très souvent, des youtubeurs ou autres qui se disent féministes, des hommes bien sûr qui se disent féministes et qui finalement dans la sphère privée sont tout sauf féministes, n'est-ce pas? C'est d'autant plus le cas que la vie des hommes et des femmes est souvent imbriquée jusque dans l'intimité de la famille ou d'un couple, au point de manger et même dormir ensemble. Non, sérieusement? Comment ça, au point de manger et de dormir ensemble? Bon. Contrairement à d'autres systèmes de pouvoir où les individus de classes différentes peuvent vivre de manière plutôt séparée sans partager l'intimité de l'autre. Un patron ne partage évidemment pas le repas ou le logement de ses salariés, ni un parlementaire avec ses électeurs. Je vois pas où il veut en venir. L'engagement pro-féministe des hommes est donc important pour les femmes qui sont quotidiennement en contact avec des hommes. Ok, et on peut s'attendre à ce que l'homme pro-féministe applique certains principes féministes dans ses relations intimes. Or, contrairement à ce que laissent croire les reportages enthousiastes au sujet des nouveaux hommes, les nouveaux hommes... On dit plus les déconstruits? L'économie domestique des couples hétérotextuels ne s'est que très peu modifiée depuis les 30 ou 40 dernières années. D'accord. Les femmes consacrent en moyenne plus d'heures au travail salarié et cumulent souvent une double journée, soit un emploi salarié et le travail domestique gratuit. Aux États-Unis, les hommes ont en moyenne 30 minutes de plus de temps libre que les femmes par jour, ce qui fait 3h30 de plus par semaine. Show 2019, ou plus d'une semaine de vacances par année. Ah, donc ça devient... Comment ça, des vacances? Donc les 30 minutes par jour, ça devient des semaines de vacances. Bon. Par année, des chiffres à peu près identiques en France. Au Canada, environ 25% des hommes n'effectuent encore aucune tâche ménagère pour seulement 10% des femmes, sans doute en raison de travailleuses domestiques. C'est donc en majorité, mais on va vraiment se battre pour 30 minutes par jour? Enfin, c'est pas parce qu'il fait pas des tâches domestiques ou quoi qu'il fait rien non plus. Ah bon. C'est donc en majorité des femmes qui sont responsables de la planification familiale, comme les prises de rendez-vous médicaux et scolaires, de l'exécution des repas et du ménage, des soins physiques et psychologiques des membres de la famille, y compris élargis, et de l'entretien des relations dans le couple et la famille, mais aussi à l'extérieur avec les parents, les amis et même parfois les collègues du conjoint. Bah écoutez, moi ce genre de choses ne me dérange pas parce que je suis quelqu'un de très organisé et ça me rendrait dingue de laisser tout ça à quelqu'un d'autre, j'aurais vraiment pas confiance, donc je préfère me charger de tout, mais bon, j'ai toujours été comme ça, donc après... Oui, des hommes effectuent en moyenne un peu plus de travail domestique aujourd'hui que leur père ou leur grand-père, mais encore moins que les femmes, et ils se réservent souvent des tâches moins aliénantes et plus visibles. L'espoir, ça me dit quelque chose ça. L'espoir de l'égalité s'évanouit souvent dans un couple hétérotextuel à l'arrivée d'un premier enfant, les mères s'occupant plus des enfants que le père, sans oublier la situation des mères monoparentales. En conséquence, le disempowerment de l'homme passera dans la sphère privée d'un couple hétérotextuel, entre autres par la mise en application de l'idée banale, quoique rarement pratiquée, de son engagement équitable dans les tâches domestiques et parentales. Et toi, le chat, tu fais quelle tâche domestique? Ah là, il dit plus rien,
Il s'agit donc ici de prendre ses responsabilités quant à la planification du travail domestique et au travail gratuit domestique et parental, ménage, lavage, repas, vaisselle, prise en charge des enfants et des personnes âgées, ainsi que des proches malades, etc., ainsi que d'assurer une bienveillance affective et textuelle. Il convient aussi de prendre les responsabilités de dénouer des conflits plutôt que de se muer dans un silence boudeur. Bon. Pour Yvan Jablonka, historien français ayant étudié les violences masculines et signé des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités, ça a l'air chiant. Il faut se remettre en cause pour reconnaître nos avantages objectifs en tant qu'homme dans une société patriarcale pour ensuite vivre concrètement l'égalité dans son couple, dans la rue, au bureau, en politique. Par exemple, quel parent va quitter la réunion à 15h lorsqu'un enfant est malade ? Celui qui peut et celui pour qui ça posera le moins de problèmes, tout simplement. Ce programme correspond au développement de ce qu'il nomme la masculinité de non-domination. C'est des dingues, hein. Couplé à la masculinité de respect à propos de la textualité et à la masculinité d'égalité à propos du partage des responsabilités. Dans une perspective très pragmatique, les petits guides pour hommes pro-féministes parus récemment nous encouragent à proposer des réunions de couple pour la planification et la coordination du travail domestique, à prévoir un calendrier ou à proposer, j'adore les calendriers, ou à proposer un contrat qui précise formellement, un contrat, j'aime bien le mot, on retient un contrat qui précise formellement la répartition des tâches, un contrat. Genre, je sous-signais, machin truc, va faire ceci bidule, signer le A, on paraphe tout, et puis hop, c'est fait. Enfin, un contrat pour des tâches. Sans oublier les moments de détente individuelle et en couple. Ah bah oui, ça aussi, je pense qu'il faut le rajouter dans le calendrier. Donc de temps à temps, on peut se détendre. Il convient aussi de prendre la responsabilité de dénouer des conflits plutôt que de se muer dans un silence boudeur, en favorisant des discussions honnêtes et transparentes et en acceptant de s'excuser et même de demander pardon. Ouh là là, attention, hein. Ah, les hommes ont beaucoup de mal avec ça. Uhu. Si tout cela paraît simple en théorie, la mise en pratique est souvent plus laborieuse, comme chez l'écologiste qui rêve d'être à la hauteur de son engagement, mais s'enferme dans ses habitudes et perpétue ainsi des pratiques nocives pour l'environnement. Le problème pour les femmes est bien résumé par la politologue québécoise Stéphanie Mayer, qui a rappelé la difficulté... Pourquoi ils ont mis ça comme ça ? Bon, la difficulté relative des femmes à rencontrer des partenaires prêts à s'engager dans l'élaboration d'arrangements intimes égalitaires. C'est que quoi ? Attendez. Prêts à s'engager dans l'élaboration d'arrangements intimes égalitaires. Oh mon Dieu, on vit pas dans le même monde. Ce que Mariana Valverde nomme humoristiquement un problème de rareté, d'accord. C'est vrai pour les couples, mais on pourrait ajouter en famille, en colocation, les colocations, ça c'est terrible, hein, c'est un cauchemar, plus jamais. Et ne faites jamais ça, si vous avez l'idée de faire une coloc, ne faites jamais ça. Dans les relations amicales. Même un pro-féministe radical comme John Stoltenberg, auteur de Refuser d'être un homme, refuser d'être un homme. Oh, mais pauvre vous. Et oui, là je m'adresse aux hommes qui m'écoutent. Pauvre vous, réellement. L'admettez sans détour, je n'ai pas toujours été à la hauteur des valeurs du féminisme, c'est aussi souvent mon cas. Bref, les femmes ont besoin de la collaboration des hommes pour mettre en place d'autres manières de vivre, mais restent à la merci de la volonté de leur conjoint à s'engager dans la transformation de la relation, des arrangements intimes et d'eux-mêmes, à moins de pratiquer le séparatisme lesbien, ce qui est... ce qui est très rare. Passons. Il est politiquement logique que les femmes problématisent ces inégalités. À noter que des antiféministes aiment répéter sans source que 80... J'aime bien le sans source. Alors, ils n'ont pas de source, mais ils ont des pourcentages, attention. Hein. Que 80% des critiques émises dans un couple le sont par la femme. Ah non, oui, ça je veux bien le croire. Une manière de dire qu'elles sont insupportables, oui, et que l'homme est une victime de leur mauvais caractère, tout à fait. Or, il est normal que les femmes critiquent parfois si on connaît les données quant aux inégalités réelles dans les couples hétérotextuels, sans compter qu'elles font face à la résistance des dominants au changement, une autre source de conflits interpersonnels. Mais après, de toute façon, ça vous êtes sûr, si vous m'entendez critiquer quelqu'un, c'est que la personne a eu tort, point.
Comme l'explique très clairement Stéphanie Mayer, qui a bien analysé ces conflits, si les femmes sont concernées par les conflits dans les couples hétérotextuels ou en sont à l'origine, c'est probablement parce qu'elles sont, suivant les recherches, au sujet du maintien des inégalités. Quoi Elles sont, au sujet du maintien des inégalités dans le couple généralement désavantagées, ah oui pardon j'avais mal compris, par les arrangements intimes patriarcaux, ou bien qu'elles sont à raison déçues et désillusionnées du bonheur, hein, entre guillemets, dans le patriarcat. Considérant l'iniquité, hein, dans les tâches domestiques et parentales dans les couples hétérotextuels, il est politiquement logique, hein, que les femmes problématisent ces inégalités alors que le partenaire déploie différentes tactiques de résistance et de sabotage. La BDiste Emma, entre autres dans son album Des princes pas si charmants, ou encore le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans La trame conjugale, analyse du couple par son linge, s'inspirant du sociologue François de Singly, fournissent des exemples de tactiques masculines de résistance et de sabotage domestique. La résistance passive consiste à promettre d'effectuer une tâche, mais d'attendre si longtemps que l'autre finit par la faire. Ah, je connais tellement. Ce qui permet ensuite de lui dire « Ah, mais tu n'aurais pas dû, j'avais dit que je le ferais. Ah, Seigneur !» Ah, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. La tactique de la mauvaise humeur consiste à effectuer une tâche en râlant de manière exagérée, ce qui rend l'ambiance lourde et pénible. Ouais, je connais aussi. L'incompétence stratégique consiste à effectuer les tâches à moitié et à les bâcler en laissant croire qu'on ne peut faire mieux. C'est l'histoire de ma vie. La vie intime ne se limite pas à l'économie domestique et parentale, au travail affectif et à la textualité. Enfin, la tactique de l'absence d'autonomie consiste à mobiliser l'autre continuellement pour vérifier et valider, voire nous aider à la tâche. On peut aussi se fier à la petite fée, cette entité invisible et mystérieuse, hein, qui permet à un homme de vivre dans un logement sans jamais avoir même pensé à effectuer une tâche qui semble s'accomplir par magie. En situation de conflit ouvert, l'homme saura aussi jouer d'apaisement, de contournement ou de fuite, voire de contre-attaque, de coup de colère ou de bouderie, plutôt que de constater l'inégalité qui l'avantage de se remettre en question et d'effectuer finalement le travail. On le voit ici, être pro-féministe n'est pas seulement une question de bien se sentir, de paraître bon et juste, ou de se libérer de normes patriarcales, puisque cela implique du travail matériel en termes de production et de reproduction de nos vies concrètes, et prend donc du temps et de l'énergie. Voilà pourquoi Stéphanie Mayer considère comme une nécessité pour les femmes de risquer délibérément de provoquer du conflit avec le partenaire en politisant les dimensions des arrangements intimes hétérotextuels qui sont marqués par des persistantes inégalités ou en soulevant leur éventualité si aucun changement n'est apporté. Cela dit, la vie intime ne se limite pas à l'économie domestique et parentale, au travail affectif ou à la textualité. Vania, une ancienne militante, elle s'appelle Vania, une ancienne militante de la lutte armée contre la dictature au Brésil se rappelle ainsi que dans les cages du réseau clandestin, l'homme n'était plus macho, il fait la vaisselle, les repas, c'est un bon cuisinier. Je crois que ce n'était pas le plus important. Cuisinier, oui, parce que la plupart du temps, quand on voit des cuisiniers, ce sont des hommes. C'est ça qui est bizarre, parce qu'à la maison, l'homme il va pas dans la cuisine, hein, c'est la place de la femme, mais en tant que métier, il y a beaucoup plus de cuisiniers que de cuisinières. C'est bizarre. Je crois que ce n'était pas le plus important, les analyses, les grandes analyses, la stratégie, la didactique et la tactique, c'est cela qui avait de l'importance, et cela, c'est eux qui le faisaient. Il faut donc aussi réfléchir au disempowerment dans la vie dite publique, dans les emplois, dans les organisations politiques et les groupes militants, y compris les plus égalitaristes comme les collectifs anarchistes. Bon, eh bien, avec tout ce que je vous ai lu là, dites-moi, est-ce que vous êtes reconnus dans certains petits points ? N'ayez pas honte, hein, vraiment, dites-le dans les commentaires si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, est-ce que vous avez reconnu votre moitié dans des petits points, voilà, comme par exemple le oui, je le ferai plus tard. Ah là là, c'est tellement vu et revu. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait au moins une fois. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!